Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde. C'est l'émission du vendredi pour prendre le temps de regarder l'actualité avec un peu de hauteur, si on peut évidemment. Israël au bord de l'explosion, de très fortes tensions secouent Israël et la Cisjordanie. Après 2 attaques au couteau, on en parlera, qui ont fait 2 morts israéliens, à Tel Aviv notamment. Une synagogue a été la cible de tentatives d'incendie. Et puis vous le voyez sur ces images, une mosquée a été, elle, incendiée près de Ramallah. Une mosquée située sur la route de la colonie Shiloh. On reviendra évidemment sur la notion de territoire. Les ultranationalistes israéliens considèrent que ces représailles, disent-ils, sont le prix à payer pour les violences des Palestiniens. Et puis derrière ces drames, évidemment des drames humains, il y a la question de la colonisation, la construction de ces logements. 200 nouveaux logements vont être construits aux abords de Jérusalem. La situation est devenue explosive, on ne peut plus attendre, il faut jeter un seau d'eau froide sur cette situation explosive. C'est un ministre israélien qui le dit. Beaucoup ce soir craignent une 3e intifada avec des violences à Jérusalem-Est, le quartier palestinien de la ville sainte. On va parler évidemment de cette actualité qui touche Israël et la Palestine, puis on parlera aussi d'une autre actualité, elle concerne cette fois-ci l'Assemblée nationale. Il s'agit de cette résolution. Alors elle est en cours de rédaction à l'Assemblée nationale, elle est rédigée au Sénat. Ça se passe pas tout à fait bien d'ailleurs entre les députés sur la rédaction, sur le contenu de cette résolution. L'objectif, c'est la création d'un État palestinien afin d'obtenir, dit cette résolution, la fin du conflit avec un vote peut-être de la représentation le 28 novembre prochain à l'Assemblée, à condition que les députés se mettent d'accord. Sujet sensible, évidemment, on fait le point ce soir et puis on parlera peut-être de l'importation du conflit, parce qu'il y a une vraie question dans les quartiers, la question du conflit israélo-palestinien qui s'importe évidemment en France. On en parlera bien entendu dans quelques instants. 4 invités sont avec moi, je vous présente notre site lcp.fr évidemment, le jdd.fr et puis #sévère pour les tweetos. Et puis n'oubliez pas au passage, on a une page Facebook, si vous voulez liker, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, 4 invités pour débattre de ce sujet brûlant. Meyer Habib, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UDI des Français de l'étranger, donc votre circonscription est sur cette zone, sur Israël, on y reviendra. Et vous étiez, j'ai lu lundi 10, aux côtés de Benjamin Netanyahou dans son bureau au moment où il y a eu l'attentat contre Dalia Lekmous qui avait été écrasée par une voiture. Vous étiez aux côtés de Benjamin Netanyahou. Vous étiez par ailleurs, auparavant, un de ses proches collaborateurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Zvital est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-ambassadeur d'Israël en France. On écoutera évidemment ce soir avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe, le regard que vous portez sur ce qui se passe dans votre pays et puis sur cette résolution concernant la création d'un État palestinien. Merci d'être là. Et puis sur ce plateau, Julien Bayou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déjà venu débattre sur ce sujet avec nous. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Et je rappelle que vous étiez dans la flottille de Gaza, c'était en 2011. La deuxième. La deuxième qui avait été bloquée à Athènes. Vous n'aviez pas pu aller plus loin et vous étiez parti finalement désengorger, apporter du matériel humanitaire à Gaza qui était sous blocus. Merci d'être là. Et puis avec nous, Gilbert Roger, je parlais du Sénat. Alors ça se passe mieux au Sénat qu'à l'Assemblée. Vous êtes sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis, ancien maire de Bondy. Président, alors je le précise pour ceux qui connaissent un peu la vie de l'Assemblée, président du groupe d'amitié France-Palestine. Ça n'existe pas à l'Assemblée nationale et ils avaient réussi à créer ce groupe d'amitié France-Palestine. Vous êtes le vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées pour être complet. Et j'ai votre résolution que j'ai lue et on la commentera dans quelques instants. D'abord, regardez ces images pour rentrer dans l'actualité. C'est les images de cette mosquée qui a brûlé. Évidemment, pas une journée depuis quelques jours sans violence, sans drame, sans meurtre, puisqu'il y a eu des morts. Et on voit quelques images évidemment de cette mosquée avec des textes, évidemment des textes saints. Cette mosquée totalement dévastée. Alors pour l'instant, il n'y a pas de revendication. Beaucoup évidemment se tournent vers les nationalistes, les extrémistes qui auraient pu commettre cet acte. Il y avait déjà eu une mosquée dans la même région qui avait brûlé en 2009. En tout cas, pour cette mosquée, il n'y a pas de revendication. Meyer Habib, il y a quand même un débat ce soir autour de la stratégie de Benjamin Netanyahou d'imposer une poigne de fer, la police, l'armée, pour tenter d'éteindre ces violences. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est la bonne solution? Et est-ce que la solution passe par les armes et la guerre? C'est à lui qu'il faudrait poser cette question. Mais vous étiez avec lui lundi, j'imagine que c'est un sujet que vous évoquez. À la base, j'étais plutôt... Avec une délégation parlementaire. Voilà, il y avait une délégation parlementaire, il y avait Valérie Pécresse, le sénateur Bockel, François Pupponi, député socialiste de Marseille.
de Sarcelles. De Sarcelles, Marseille. Oui, ça rime un peu, mais c'est pas la même région. Non, mais Hervé Marseille, justement. Et Hervé Marseille, qui lui est sénateur. En l'occurrence, j'étais plutôt en train de parler d'équivalence de diplôme et d'éducation. Mais il faut comprendre que quand vous avez dans un pays, que dans la même journée, le matin à Tel Aviv, c'est pas dans ce qu'on appelle dans le territoire, c'est en plein centre de Tel Aviv, une jeune fille de 24 ans perd la vie parce que un soldat plutôt a été tué le matin, et l'après-midi, il s'avère que j'étais dans ce endroit à ce moment-là, une jeune fille de 24 ans qui avait déjà été victime d'un attentat bélier perd la vie. Aujourd'hui, chaque voiture en Israël, parce qu'il y a 1,5 million d'Arabes, et c'est normal, il y a une cohabitation, à la différence dans le territoire palestinien, à l'intérieur d'Israël, il y a 1,5 million de Palestiniens qui vivent, et d'Arabes israéliens, qui vivent en cohabitation. Et aujourd'hui, lorsqu'on a une voiture, on rentre sur des arrêts de bus, lorsqu'on prend des couteaux, on égorge des gens dans la rue, qu'est-ce que vous feriez si jamais vous étiez Arnaud Ardouin, Premier ministre ou Président de la République d'un pays qui a ses problèmes sécuritaires qui est énorme. Israël essaie de tendre la main aux Palestiniens en permanence, Israël veut négocier, mais à ce stade, il faut être deux pour négocier. Or, qu'est-ce qu'a fait aujourd'hui décidément, Mahmoud Abbas? Il s'est allié avec le Hamas. Le Hamas est un mouvement djihadiste. Il critique fermement dans des communiqués en expliquant que c'est à cause du Hamas que la paix ne peut pas avoir lieu. Enfin, il le dit de manière très claire. Mais d'un autre côté, il le dit, d'un autre côté, il le dit en anglais, mais d'un autre côté, il s'allie avec eux. Est-ce qu'il existe une différence entre le Hamas et Daesh aujourd'hui? C'est pareil, c'est des mouvements djihadistes, c'est des mouvements terroristes, dont l'objectif est d'appliquer la charia, qui veulent la mort des... Vous nous dites qu'il y a un lien direct entre Daesh, le Hamas et les événements qui ont lieu ces derniers jours en Israël. Mais évidemment, aujourd'hui, au sein de l'autorité palestinienne, c'est allié, c'est factuel ce que je dis, c'est pas Meir Habib, c'est pas une invention. Oui. Au sein du gouvernement, il y a une unité palestinienne entre le Hamas, mouvement djihadiste et terroriste, et l'autorité palestinienne. Or, le Hamas a pour vocation de frapper des civils en permanence. D'ailleurs, même Mahmoud Abbas a envoyé, ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, un message de félicitations à un terroriste qui avait poignardé un Israélien. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne manière de faire la paix? Mais juste, monsieur l'ambassadeur, monsieur le vice-ambassadeur, je vous ai vu réagir. Vrai ou pas vrai que Mahmoud Abbas, dans des communiqués que j'ai lus pour préparer cette émission, explique quand même qu'il se désolidarise du Hamas, explique quand même que c'est la cause du Hamas qu'il n'est pas possible d'avoir la paix et de créer justement un État indépendant ayant une souveraineté. Est-ce vrai ou pas? Parce que ça serait contradictoire avec ce que nous dit le député sur le plateau. Non, je crois que nous avons lu les mêmes déclarations où, effectivement, Mahmoud Abbas, ces jours-ci, a dénoncé le rôle qu'a joué le Hamas à la veille de cette opération militaire de bordure protectrice dans la bande de Gaza. Donc il me semble que nos sources coïncident. Mais si vous me permettez, par rapport aux images effroyables de cette mosquée qui a brûlé, ce que je voudrais dire, c'est que rien ne peut justifier que quiconque, je dis bien quiconque parce que cet acte n'a pas été encore revendiqué, mais que quiconque prenne la loi dans ses mains. Nous sommes respectueux des sites cultuels, des sites religieux en Israël. D'ailleurs, il faut le rappeler, la première loi qui a été promulguée en 1967, après la réunification de Jérusalem, était la loi pour la protection des lieux saints. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui du statu quo. Donc vous êtes choqué qu'une mosquée absolument, soit détruite, je le brûlée. suis, nous le sommes tous. À aucun moment donné dans l'histoire, on a trouvé des Israéliens en train d'enflammer une mosquée. Monsieur l'ambassadeur, je donne la parole à Julien Bayou et à Gilbert Roger, mais juste un petit mot quand même. J'ai lu ça, ça m'a un peu étonné, mais vous allez peut-être me le confirmer. J'ai vu que des policiers israéliens qui étaient des enquêteurs un peu chevronnés venaient essayer d'enquêter pour savoir, notamment à la porte d'une colonie juive, et on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans le territoire et qu'ils ne pouvaient pas faire leur travail. C'est vrai ça? Est-ce qu'aujourd'hui, les religieux, les radicaux, les nationalistes, finalement, vous prennent un peu en otage? Alors, il est vrai, il faut quand même se rendre à l'évidence. Il y a des fanatiques, c'est une frange minoritaire, fort heureusement, mais elle existe au sein de la population qui habitent dans ce que vous appelez les colonies, terme qui nous choque d'ailleurs, il faut le dire. C'est pas le mot que vous utilisez? Nous utilisons à défaut le terme d'implantation, mais il ne s'agit pas de colonies. Non, non, si vous me le permettez, pour la grande majorité des Israéliens ou des Juifs en général, ces endroits en Cisjordanie, qui ont des références dans l'Ancien Testament, dans la Bible, ont une signification. Alors, elle peut être historique, elle peut être culturelle ou cultuelle, mais elles ont quand même une signification. Donc, faire un parallélisme entre cela et des colonisations dans d'autres endroits sur le globe terrestre et dans d'autres périodes, nous, ça nous choque. Allez,
terminer, les écologistes, eux aussi, avaient rédigé, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous aviez aussi un texte, une résolution extrêmement précise qu'on va commenter. Moi, juste, on est sur le sujet des colonies, Julien Bayou, parce que je voulais quand même essayer de savoir pourquoi, depuis plusieurs mois maintenant, il y a cette espèce de sentiment d'une tifada qui est en train de progresser. Quelle en est la cause? Moi, j'entends un député qui nous dit qu'il y a un lien direct entre Daesh, le Hamas et ce qui se passe aujourd'hui. Quelle est votre analyse? Parce que moi, je lis dans la résolution écrite par les sénateurs et Gilbert Roger, et vous allez la commenter, la colonisation israélienne, notamment autour de Jérusalem, s'est intensifiée au point de compromettre l'existence même d'un État palestinien viable. C'est dit dans une résolution écrite par un élu de la République. Vous êtes sur la même ligne, vous dites qu'aujourd'hui, une des causes de cette tension, de cette violence, c'est en partie la question de la colonisation ou de l'implantation. C'est en très grande partie. Les colonisations, donc, excusez-moi pour le terme qui vous choque, sont illégales, et illégales aussi au regard du droit international. Et je crois que ça alimente. Je crois qu'on est tous tristes aujourd'hui de voir que la situation dégénère sur le terrain. On condamne évidemment les violences d'où qu'elles viennent. J'ai très peur que la situation, voilà, le climat délétère dégénère complètement. Mais il y a effectivement, comme vous posiez la question au début, une politique menée par Netanyahou qui est absolument contraire aux intérêts d'Israël. C'est-à-dire que la politique aujourd'hui, pyromane, parce qu'on nous avait expliqué au moment de Gaza, qu'il y avait quand même eu plus de 2000 morts, que c'était pour assurer la sécurité d'Israël. On voit bien que ça n'est pas le cas. C'était tout près, là. C'était tout près. C'était hier. On voit bien que ça n'est pas le cas. On voit bien que là, mettons-nous à la place des Israéliens qui sont menacés au quotidien. Eh bien, moi je dis, et nous pensons, je pense que la communauté internationale le pense de plus en plus largement, c'est la politique sécuritaire menée par Benjamin Netanyahou qui n'a fait qu'attiser le feu. Il souffle sur les braises et provoque en réponse de la violence. Vous dites quoi ce soir? Vous, le sénateur, vous portez cette résolution, vous avez fait ce groupe d'amitié. On n'a jamais été aussi près d'un État palestinien où on est encore très 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 loin d'un État palestinien. Parce que la Suède, on en reparlera, la France se met au travail. On a le sentiment que c'est quand même loin quand on voit les images de violence. 140 pays. Écoutez, 140 pays. Je crois que d'un point de vue du droit international et de l'ONU, des grands pas ont été faits dans un temps extrêmement long. Parce que pour moi, par exemple, la référence de François Mitterrand dans son discours à la Knesset, qui est quand même, pour un socialiste, un discours assez fondateur, formateur, montre que 30 années ont pu s'écouler. La reconnaissance faite par la France de l'entrée à l'UNESCO de la Palestine a été là aussi un signe international très intéressant et que nous avons approuvé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a des échecs en permanence. Et si on veut se placer du côté du droit, j'aurais tendance à dire Oslo est mort de sa belle mort. 93. Toutes les tentatives faites par nos amis américains n'ont, à ce jour, débouché sur rien. De moins en moins présents, d'ailleurs, les Américains sur cette question. Et en plus, à chaque fois qu'il y a un échec dans des discussions et des négociations, on se retrouve avec des colonies supplémentaires sur place. Vous dites colonie, vous aussi, monsieur le sénateur? Non, parce qu'il y a un débat sémantique. Mais je dis colonie, mais j'étais en Palestine et en Israël, que je connais bien, en mars dernier, avec des collègues. Et lorsque nous étions là-bas, nous avons été amenés sur le processus de colonisation rampante, pas par des Palestiniens, mais par des juifs orthodoxes, donc des religieux anciens de Tsahal, qui nous ont amenés du côté de Jéricho pour nous montrer. Alors bien évidemment, ceux-là, ils sont très en froid avec le système judiciaire et le système des radicaux, en fait. Ce sont policier des ultranationalistes d'Israël. Mais ça, c'est le problème d'Israël. Mais nous avons vu effectivement cette organisation d'une colonisation rampante qui, à chaque fois, permet pas d'aller vers un système de droit et de reconnaissance des uns et des autres. Nous, ce que nous voulons, c'est la reconnaissance dans le droit international d'un État de Palestine aux côtés d'un État d'Israël et les deux vivant en sécurité absolue. Excusez-moi, concrètement, vous qui parlez de la colonisation dans la résolution, c'est-à-dire avec un chacun chez soi, ces colonies ou ces implantations repartiraient... bien sûr. On est d'accord, non, mais pour être très concret pour ceux qui nous regardent. Oui, je crois que Meir Habib l'a dit, il faut être deux pour négocier, et donc il faut absolument un État palestinien reconnu. Meir Habib et Vital, vous voulez intervenir, parce qu'on parle de colonisation rampante. Je voudrais vraiment, avec votre permission, je voudrais un petit peu ouvrir, que le monde, que la France, que mon ami Gilbert ouvre les yeux.
Autour d'Israël, vous savez ce qu'il y a? Il y a un pays qui s'appelle la Syrie. Vous savez combien il y a eu de morts ces dernières années? 200 000 morts. Puis de l'autre côté, il y a l'Irak, où on tue, on massacre, on prend des églises, on met les chrétiens à l'intérieur, on les brûle. Il y a des yazidis aujourd'hui. Le prétexte aujourd'hui, on a aujourd'hui le Hamas, qui est allié avec l'autorité palestinienne, qui disent clairement, on veut détruire tout l'État d'Israël. Pourquoi à l'époque les Palestiniens ont refusé? Moi je ne vous ai pas interrompu avec votre permission. Attendez, je voudrais juste à l'époque. Une partie des Israéliens sont prêts à rendre certains territoires, d'autres je me rappelle de Ehud Barak qui était prêt à tout rendre, d'Ehud Olmert à l'encontre de la majorité de leur population. Mais attendez. Mais ce n'est pas une question de territoire. Il faut occuper le terrain pour éviter l'espèce d'enfermement, c'est ce que vous dites. Il faut coloniser pour se protéger, c'est ça? Mais comment coloniser? Mais comment Jérusalem, c'est une colonie du peuple juif? Quand Lutèce, l'ancêtre de Paris, était un marécage, Jérusalem était déjà la capitale du peuple juif. Est-ce qu'un peuple qui construit sur sa capitale historique colonise pour vous? Sur le fait qu'on construise des logements sur des zones... Alors, personne ne dit le contraire que Jérusalem est la capitale. D'accord. Attendez, Zital, juste un petit mot, parce qu'on était sur la sémantique. Moi, j'entends colonisation rampante. J'entends qu'il y a un développement joli, qu'on construit, on commence à reconstruire de nouveaux logements, de faire de nouvelles implantations. Est-ce que c'est propice à une négociation de paix, monsieur le vice-ambassadeur? Et est-ce que c'est le bon chemin pour essayer de construire la paix? Ça, c'est une bonne question. Alors, mais je vous remercie. Vous parlez de négociation. Alors d'abord, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le sénateur, je déplore le fait que vous avez balayé d'un revers de main les accords d'Oslo, qu'ils étaient morts. Voilà. Mais ils étaient très importants. Je crois que c'est prématuré que de les ensevelir. Parce que, n'oublions pas quand même, l'autorité palestinienne, si elle existe, c'est grâce à l'accord intérimaire, ce qu'on appelle communément les accords d'Oslo. La coopération qui, fort heureusement, continue entre les services de renseignement palestiniens et israéliens, c'est grâce aux accords d'Oslo. Les commissions mixtes, ou la gestion des ressources d'eau, par exemple, qui, bon gré, mal gré, se réunit quand même de temps à autre, c'est grâce à l'accord d'Oslo. Avec la disparition de la source d'eau pour un côté plutôt que l'autre. Tout ça fait partie de cet accord qui continue à exister, parce que sinon, on aurait dû dissoudre. Reprenez. Alors parlons-en de la reprise des négociations. On ne demande pas mieux. Avec qui? Voilà. Très bonne question. Moi aussi, je vais vous faire un compliment. Des très bonnes questions. Je suis content ce soir. Très bonne question. Attendez, permettez que je complète. Avec qui vous négociez, puisque visiblement, et vous répondrez à la première. Ce que nous n'avons pas suffisamment tenté à ce jour, c'est une négociation avec des acteurs régionaux. Ceci n'exclut pas, bien entendu, l'importance de négocier l'un en face de l'autre, mais avec un soutien, un accompagnement des acteurs régionaux tels que l'Égypte, tels que l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe. Comme on a construit cette coalition qui combat Daesh, il faut une coalition qui puisse accompagner cette reprise des négociations. Et c'est en ce moment même ce que les États-Unis essaient de faire avec la France. D'élargir l'espace de la négociation pour venir... Laurent Fabius, lui aussi, veut une conférence internationale. Mais j'explique pourquoi. Parce que, par exemple, sur la question épineuse de Jérusalem, puisqu'on en parle... Qui est le centre du problème, qui est le cœur du problème. Qui est le cœur du problème, parce que on a des solutions pour... C'est ça, en fait, le drame, si vous voulez. On a des solutions pour l'ensemble des problèmes. Sur Jérusalem, c'est le cœur, c'est le nœud. Et c'est pour ça que certains négociateurs ont proposé de le laisser en dernière place après avoir réglé les autres problèmes. Sur la question de Jérusalem, pour que la partie palestinienne fasse des concessions au même titre que nous, Israël, nous devrons faire des concessions, ils ont besoin du soutien du monde arabe, de la Ligue arabe, de l'ensemble des pays musulmans. Parce qu'il y a la Jordanie, qui a un statut reconnu d'ailleurs dans notre accord de paix. Il y a le Maroc, qui préside la commission à l'organisation des pays islamiques. Donc il y a d'autres... Un travail international. Juste pour répondre à ma première question, les colonies, la construction de logements, est-ce que c'est propice à un travail de négociation et de paix? Vous vouliez répondre à cette question, qui était une très bonne question. Évidemment que non. La colonisation, c'est un processus rampant de casser toute possibilité... Mais c'est quoi l'objectif, la stratégie? J'essaie de comprendre. La possibilité d'un État palestinien. Et donc là, c'est de le miter, la contiguïté de religion qui existe actuellement dans la région. Parlons territoire, s'il vous plaît. C'est la continuité de l'État palestinien. C'est des frontières, c'est un peuple et c'est un gouvernement. C'était les conditions préalables. Cette réconciliation palestinienne, elle est là.
Et avec cette colonisation rampante, eh bien, on coupe la possibilité d'un État. Juste, vous ne m'avez pas répondu parce que tout le monde s'est exprimé, mais je veux savoir sur la question des ultranationalistes, des religieux qui aujourd'hui prendraient en otage finalement la politique israélienne. Vous le ressentez? Parce qu'on entend Daesh, on entend l'idée qu'il y a une pression forte. Netanyahou est débordé sur son extrême droite, j'ai envie de dire. Et encore une fois, amène à poursuivre des intérêts qui vont à l'encontre de la société, des intérêts de la société. Qui met en danger, selon vous, la société. On a besoin dans cette région d'une stabilité et d'une paix des deux États. Mais pour ça, il faut qu'ils existent les deux. Et aujourd'hui, à l'époque, il y avait chacun son tour. Aujourd'hui, vraiment, la politique menée par Netanyahou va à l'encontre de l'intérêt des Israéliens. Un mot, et Gilbert Roger, parce qu'il veut s'exprimer lui aussi. Regardez ce qui s'est passé en Israël. Dans la bande de Gaza, il y avait des implantations juives dans la bande de Gaza. Sharon a décidé, envers et contre tout, d'éradiquer, de détruire 9000 Israéliens, il les a délogés. Il a détruit transféré des cimetières, détruit des synagogues. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, on était censé avoir résolu le problème. Tout est lui dans le meilleur du monde. À l'époque, Shimon Peres parlait de créer un club med dans la bande de Gaza. Eh bien, ils ont pris ces territoires pour faire des bases de lancement, pour taper des civils. Il faut que le monde comprenne que nous sommes dans une guerre de religion. Quand on égorge notre compatriote Hervé Gourdel en Algérie, avec des versets du Coran, ça arrive chez nous en ce moment. Est-ce qu'il y a un problème de territoire ou d'implantation? C'est une question de guerre, de religion. On a une religion, donc une partie, pas tous les musulmans, heureusement, mais une grosse partie aujourd'hui des musulmans ils veulent sont la mort des islamistes, mais pas que d'Israël, de l'Occident. C'est ça le fond de la question. Pourquoi on a aujourd'hui 200 000 morts en Syrie? Pourquoi on a 30 000 morts actuellement en Irak? Pourquoi Mahmoud Abbas vient de dire exactement le contraire? Alors s'il vous plaît, soyons un peu cohérents. Moi j'entends le vice-ambassadeur qui dit, Mahmoud Abbas dit on ne peut pas faire la paix à cause du Hamas. C'est ce que j'ai lu et je leur dis, pour pas qu'il y ait de malentendu. Il y a quand même une main tendue. Allié avec le Hamas. C'est ambigu dans son communiqué. Vous dites quoi? Parce que j'entends Daesh, j'entends pression sur Israël, peur d'Israël. Moi je crois... tout d'abord, je dirais à mon collègue et ami Meyer, Habib, et nous sommes des représentants de la nation française. Et il serait donc bon que dans nos explications, dans nos démarches, nous regardions ce que nous, la France, nous pouvons faire dans le concert international pour essayer de régler. Qu'est-ce que vous reprochez? Je comprends pas. J'ai l'impression que... Trop tourné vers Israël dans une... Non, j'ai l'impression que parfois, il va s'occuper des problèmes... Ah j'ai été élu par 150 000 franco-israéliens qui m'ont élu. Voilà, mais oui, mais des franco-israéliens... Mais en même temps, tu y vas lourd sur les problèmes religieux. Mais c'est ma conviction parce que je suis inquiet pour la France, avant d'être inquiet pour Israël. Nous ici en France, je suis inquiet pour ce qui se passe chez nous. Toulouse, c'était en France. Bruxelles, c'est à quelques kilomètres. Nous sommes une nation laïque et respectueuse de toutes les religions. Donc je voudrais pas qu'on... Est-ce que tu as vu la cassette d'Hervé Gourdel qui a été massacrée? Mais bien sûr. Ce que je dis, c'est que nous devons être très attentifs au fait d'être dans le respect d'abord et dans la notion de la sécurité de tous les lieux de culte, catholiques aussi. On s'occupe des chrétiens d'Orient et tout. Je suis dans les organisations pour les chrétiens d'Orient, je fais. Mais comme l'a dit monsieur le vice-ambassadeur tout à l'heure, et je suis d'accord avec lui, il faut que l'on arrive à régler la façon dont on peut avoir une initiative complémentaire qui permette de reprendre ce que, quand je disais mort d'Oslo, c'est parce que ça ne bouge plus. Juste, il y a Laurent Fabius qui propose une conférence internationale. Il y a une initiative française. Bien sûr, nous l'avons vu la semaine dernière pour travailler entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la résolution. Et il nous a dit qu'il était pour la relance de cette initiative. Et nous y sommes favorables et nous allons appuyer cela. On a une sentinelle citoyenne qui veut parler. Je vais lui donner la parole parce qu'elle va me tirer les oreilles. Je voulais juste vous soumettre cette petite chose sur laquelle vous allez débattre. J'ai vu que Israël n'avait pas souhaité et refuse de participer à la fameuse commission de l'ONU qui voulait un peu savoir ce qui s'était passé à Gaza cet été. Il y a eu plus de 2000 morts, 71 morts côté israélien et 2000 côté palestinien. Et Israël dit on ne participera pas à cette commission puisqu'elle est visiblement totalement achetée et qu'elle vise, je reprends les mots exacts de la réponse du porte-parole, elle vise à détruire Benjamin Netanyahou. Nous ne participerons pas. Je veux qu'on en parle un petit peu parce qu'il s'est quand même passé des choses importantes. Comme en 2009, ils avaient refusé d'ailleurs. Sur la même, c'était la même commission. Romain, allez-y, parlez, exprimez-vous. Quel est votre regard? Comment vous regardez cette question? Et est-ce que vous trouvez que l'initiative française, notamment en matière de résolution, c'est-à-dire c'est un texte juridique, voté à l'Assemblée, va dans le bon sens?
Alors oui, bien sûr, cette résolution est bien entendu la bienvenue. C'est une proposition de résolution sur une question déterminée, donc il y a bien une preuve de détermination derrière. Cependant, voilà, on voit bien qu'il y a quand même un discours qui n'arrive pas à être mené au bout. C'est-à-dire quand le ministre des Affaires étrangères, par exemple, d'Israël, a dit « mais le processus de paix ne peut pas se faire quand la Suède a voté la reconnaissance de l'État palestinien », j'ai envie de dire, avec tout le respect que je dois au ministre des Affaires étrangères d'Israël, occupez-vous des affaires qui se passent dans votre Parlement. Et pour reprendre sur le Hamas, comme disait Meir Habib, monsieur le député, il faut savoir que ces deux parties n'arrivent pas à s'entendre d'une part et d'autre. Donc de toute manière, l'extrémisme dans les deux cas est à proscrire autant du Hamas que du Likoud. Et M. Netanyahou montre bien qu'il mène une politique d'extrême droite et expansionniste. Pour terminer, j'aimerais poser ma question sur la résolution. Alors, attendez, laissez répondre, parce que là vous mettez les pieds dans le plat. Il est tout à fait neutre, votre... Mais il est neutre comme un citoyen qui a des avis sur le sujet. Alors, il n'est pas... Il est pas grande neutralité. Ça vous choque comme ça qu'il associe oui, il y a d'un côté des partis... On a un Premier ministre qui vient d'être élu pour la 3e fois par la majorité, par le seul État démocratique qui s'appelle Benjamin Netanyahou et qui s'appelle l'État d'Israël, et on le compare avec un mouvement djihadiste terroriste qui tue des femmes et des enfants. De quoi parle-t-on ? Et ça, on le renvoie dos à dos, c'est ce qu'a les extrémistes. Moi, je sais pas. Moi, je vois cette obsession autour d'Israël. Vous savez combien de conflits territoriaux il y a dans le monde ? Pourquoi on se présente pas pour la Catalogne ? Pourquoi on se présente pas sur les Kurdes qui n'ont pas d'État ? Pourquoi on se présente pas ? Pourquoi les Corses ? Il y a des Corses qui moins de violence en Catalogne. Un petit peu moins quand même. On peut le reconnaître. Vous savez quelle est la taille de l'État d'Israël ? L'État d'Israël, c'est 2 fois la Dordogne. C'est 2 minuscules départements français. Vous êtes posé la question pourquoi tous les pays arabes ? Si vous trouvez qu'il y a une obsession, arrêtez de les faire. Non, mais attendez, je vous pose une question. On aura peut-être un débat plus intelligent, plus serein. On va essayer de dépassionner le débat. Mais je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez normal actuellement ? Je ne suis pas passionné. Eux, ils sont calmes pour l'instant. On est calme. Simplement, si on veut assurer la sécurité d'Israël et la sécurité de la Palestine, je crois qu'on ne pourra pas continuer longtemps à ne pas reconnaître que la Palestine est un État. Mais les Israéliens sont d'accord à reconnaître l'État palestinien. Il faut le faire avec un respect avec quelles frontières, mutuel, avec quelles conditions ? Avec un respect mutuel, avec des frontières qui ont été déterminées aussi par l'ONU. Donc on peut commencer à travailler là-dessus. La conférence peut le faire. Écoutez ce petit son et je vais vous faire réagir. Écoutez, c'est la ministre en charge des Affaires étrangères pour l'Europe. C'est une jeune femme italienne qui a remplacé Madame Ashton. Écoutez ce qu'elle dit. Elle parle au nom de l'Europe, de l'ensemble des pays européens. Écoutez-la et j'aimerais vous faire réagir. Regardez. Nous avons besoin d'un État palestinien vivant dans la paix et la sécurité à côté d'Israël. Et je suis particulièrement triste et inquiète de l'escalade de violence que nous pouvons observer depuis quelques heures. Si nous ne proposons pas une perspective politique que les Israéliens puissent vivre en sécurité et que les Palestiniens aient leur propre État, le problème des violences va vite revenir sur la table. Et je sais que nous pouvons travailler ensemble dans cette direction. Vous avez bien compris ce qu'elle expliquait. Elle est favorable à la création d'un État palestinien, elle le souhaite. Mais même Netanyahou a dit qu'il était favorable à la création d'un État palestinien. Monsieur le député, si vous me permettez quand même, j'étais patient. Dans le calme et la sérénité. Je souscris à tout ce qu'a dit Madame Mogherini d'abord. Et je crois que nous sommes tous d'accord lorsqu'on parle de l'importance de la reprise des négociations. La question est une question tactique. Est-ce que une reconnaissance d'un État qui n'en est pas un et n'en sera pas un tant qu'on n'aura pas résolu tous les problèmes qui sont à l'ordre du jour. Lesquels ? Est-ce que la question du Hamas, la question de la reconnaissance de l'État d'Israël par le Hamas ? Non, alors toutes ces questions sont énumérées justement dans ce fameux accord intérimaire appelé accord d'Oslo. La question des implantations, la question des réfugiés, la question des frontières, la question de la sécurité et la question de Jérusalem. Ça sont les points essentiels. Dont Jérusalem est un point très sensible. Tout à fait. Si la reconnaissance aurait, par un coup de baguette magique, résolu tous ces problèmes du jour au lendemain, on aurait reconnu l'État de Palestine. Mais au contraire, le problème, c'est que dans notre appréciation, étant donné que rien ne changera sur le terrain, il y a un gros risque à ce qu'il y ait une frustration. Côté palestinien, non, je ne suis pas prêt à prendre ce risque, monsieur le sénateur, parce qu'on a parlé de l'importation du conflit. Même si nous sommes tous opposés à ce qu'il y ait une importation du conflit, c'est une réalité.
On ne peut pas prendre le risque qu'il y ait demain un nouveau cycle de violence dans les rues de Paris, dans les rues des grandes villes, et que la communauté juive en paie le prix. C'est pour ça que je regrette, je ne peux pas dire chiche. Je ne peux pas dire chiche. Ce qu'il faut, c'est une reprise des négociations au plus vite pour résoudre. Julien Bayou, je ne vous ai pas entendu sur le Hamas. Moi, j'entends un député de la République, il est député UDI, il représente les Français de l'étranger, qui dit, attendez, lien direct, Hamas, Daesh. Daesh, évidemment, c'est un État islamique terrible, qui tue, qui assassine. Il y a un lien. Non, mais je veux vous entendre sur cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui Israël est inquiète aussi de l'importation, là cette fois-ci à l'envers, de Daesh qui aujourd'hui met une pression terrible sur Israël? L'écologie Les Verts condamne tout terrorisme, donc je crois qu'il n'y a pas besoin de s'étendre là-dessus. Non, mais je ne l'assimile pas à l'idée que vous soyez proche de Daesh. Je voudrais quand même insister sur ce que disait la représentante de l'Union européenne, parce que il faut offrir un débouché politique. Il n'y a pas de paix qui peut se construire sur l'humiliation. Et donc, cette reconnaissance, c'est pas juste une question tactique. La communauté internationale doit dire, OK, maintenant, la politique menée par Israël fait du tort à Israël. Donc, vous pointez du doigt qui? Benjamin Netanyahou? Évidemment, à la région. Et je pense que ça alimente des tensions au niveau géopolitique dans le monde entier, en fait, ce conflit. On le sait bien depuis Mais vous entendez l'argument de l'ambassadeur qui dit, il y a quand même chiche, je suis pas prêt au chiche, comme je répète, parce que finalement, il y a un vrai danger. C'est quoi l'alternative? C'est de rien faire comme on a fait jusqu'à maintenant? C'est de continuer. C'est pyromane. On continue à dire, et certes, il y a des efforts, on essaye de se mettre autour d'une table de négociation, mais au fur et à mesure, on crée des conditions dans lesquelles, monsieur le vice-ambassadeur l'a dit à un moment donné, c'est un État, mais avec quel territoire? Un confetti? Une réserve d'Indiens? Point d'interrogation. Moi, vous avez dit, je suis de la Seine-Saint-Denis. À un moment donné, on a dit c'est une réserve d'Indiens. C'est le Charles de Gaulle qui a expliqué ça en disant je fais une réserve d'Indiens, j'y mets des communistes. Bah, il y avait des gens qui n'étaient pas communistes. Il y avait réussi, voilà, et puis il n'a pas bien réussi parce que le département a fini par vivre quand même. Il y a un problème de confetti de territoire parce que constitue un État. On ne peut pas avoir des colonies qui se développent. On ne peut pas avoir sur la question de l'eau. Vous avez d'excellents concitoyens israéliens qui montrent comment, là encore, au fur et à mesure, depuis Oslo, vous réduisez les capacités à l'accès à l'eau et vous êtes en train de le faire actuellement sur le Jourdain. Et c'est quand même... Vous dites quoi? Il y a une captation de l'eau, mais on capte l'eau, on capte l'eau, on développe les... Moi, sur le mur, j'ai presque compris qu'à un moment donné, il pouvait y avoir l'idée, après tout, d'une séparation qui pouvait permettre. Chacun chez soi, et on est mieux avec le mur. On a fait... Monsieur le sénateur, rappelez quand même qu'il y avait des attentats graves. Mais nous les condamnons. Mais nous les condamnons. Non, je n'ai pas de doute que nous les condamnons et avec la plus grande fermeté. Mais le mur a permis moins d'attentats. Justement. Factuellement. Donc il faut quand même le rappeler. J'étais en train de dire, presque sur le mur, si un jour on a le temps, on en parlera ensemble. Mais le mur vous choque ou pas? Excusez-moi. Il me choque on casse le mur ou on le garde ce mur? Le mur, il me choque. Le choc quand on entoure Tulkarem. Non, mais c'est concret, le temps de résolution. Mais quand on était sur un mur qui était dans une séparation de deux territoires, si à un moment donné ces deux territoires pouvaient asseoir leurs autorités et leur fonctionnement, pourquoi pas? Et moi, je dis, vous, l'Israël, je finirai sur le Hamas. Sur le mur, la Cour suprême israélienne s'est prononcée à maintes reprises sur le trajet et a demandé à l'armée de rectifier le trajet lorsqu'effectivement il y avait un tort qui avait été causé à la partie palestinienne. Non. Alors attendez, reprenons-nous sur le mur. Julien Bayou, vous dites quoi? On parle d'un État palestinien. Il faut des négociations. Il y a une série de négociations très ciblées, très précises. On a parlé de Jérusalem. Sur cette question du mur, Europe Écologie, vous dites quoi? L'État palestinien se crée. C'est une horreur. Tel qu'il est. Est-ce que les Palestiniens ont renoncé au droit du retour à ce stade? Venez voir les vraies questions. Qu'est-ce que veulent les Palestiniens? Il y a un État qui s'appelle la Jordanie qui fait 3 fois plus grand qu'Israël, qui est peuplé 70% de Palestiniens. Il y a les territoires palestiniens qui va être certainement le futur État palestinien. Et il y a l'État d'Israël. Vous savez ce que veulent les Palestiniens? Ils veulent 3 États palestiniens. Ils veulent la Jordanie, ils veulent le futur État palestinien, et ils disent, et j'aimerais bien, c'est dommage qu'on n'ait pas un représentant palestinien ici, ils veulent le droit du retour pour 3 millions de Palestiniens à l'intérieur de l'État d'Israël. Mais c'est une réalité, mon cher. Il ne faut pas dire ça, mais non. Et en plus, tu étais avec moi dans le voyage du président Hollande, dernièrement, en Israël et en Palestine. Et quand nous avons été reçus excellemment bien,
dans les deux pays. Et quand nous avons été reçus, la question du retour a été évoquée. Et je pense que là, il y a des ouvertures qui sont données. Ouais, donc, je serais très heureux. Ce serait une très bonne nouvelle. Ce serait une très bonne nouvelle. Vous avez été bien reçu par Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne. Tout à fait. Non, parce que c'est ce que je dis par les deux. Nous avons été excellemment bien reçus. Scolaire, vous savez mais ce que les Américains sont aussi là-dessus, sur cette possibilité. Et ils savent qu'il y a aussi... Vous ne m'avez pas répondu sur l'intégrisme religieux. Il y a le Hamas qui aujourd'hui développe des hommes, une armée, on l'a vu d'ailleurs. L'intégrisme religieux, je l'ai dit tout à l'heure, je suis un laïc, je parlais de nationaliste israélien. Je suis un sénateur de la République française qui n'a pas à mettre mes opinions personnelles en avant. Mais c'est un danger pour Israël, excusez-moi, soyons concrets. C'est un danger pour le monde. Mais il ne faut pas l'utiliser par l'Union européenne, y compris par la France. Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, la question juridique. Donc il faut s'appuyer sur l'autorité de Mahmoud Abbas pour aller... Mais bien sûr, mais comme vous avez des extrémistes, vous en avez aussi en Israël, et qu'il faut essayer avec nos amis israéliens, de ne pas s'appuyer sur les extrémistes israéliens pour essayer de bâtir des relations normales à l'intérieur même du pays. On est d'accord là-dessus. Il y a quand même une petite différence entre les extrémistes israéliens et les extrémistes du Hamas. Vous trouvez que c'est différent? Il y en a quelques-uns qui sont... Vous connaissez des attentats suicides commis par des Mais on connaît autre chose. Non, je vous pose la question. Parce qu'il faut quand même mettre les points sur la colonisation rampante était organisée. Et ça justifie. Je peux même vous dire, la France est gardienne des institutions religieuses catholiques sur le secteur. D'accord. Est-ce que je peux vous prendre une seconde, je vais vous montrer une petite illustration. Et quand on regarde la façon dont un certain nombre d'extrémistes qui, au prétexte de religion, veulent occuper un certain nombre de sites qui sont des sites dédiés à la religion catholique. Donc, pour vous, il y a danger là. Mais bien sûr qu'il y a danger. Et qu'il nous faut réprimer. Vous mettez au même niveau le Hamas. Il faut réprimer. C'est pas toujours fait. Ah non, la police fait son travail. Tout à fait. Un mot et mon sujet. Quand je vois la ville de Bethléem aujourd'hui, qui avant les accords d'Oslo était peuplée à 81% de chrétiens, et aujourd'hui, moi je suis député du Vatican, et j'ai accompagné tout récemment le Saint-Père à Bethléem. Pendant toute la messe du pape, il y avait le mousine qui couvrait la voix du Saint-Père. Et aujourd'hui, vous savez combien il reste de chrétiens à Bethléem? 19%. Et c'est sous autorité palestinienne. Et aujourd'hui, tous les chrétiens que je vois actuellement palestiniens me disent qu'ils rêvent de... Laissez-moi juste... une audience papale, et j'ai entendu le pape François, j'étais à une audience papale au mois de septembre, et j'ai entendu le pape François saluer avec beaucoup d'amour, tel qu'il peut le faire, une délégation de Palestiniens présents dans l'audience et de les saluer. Et l'Église, alors ne dites pas qu'il n'est pas bien, il est bien là-bas aussi. Du pape symbolique au mur, absolument, qui était un moment très très fort. C'est le mur tel qu'il est et regardez, pas ça dure fonctionner. quelques minutes, mais c'est très intéressant puisqu'on parlait des territoires, on parlait des réfugiés palestiniens qui certains d'entre eux ont vécu dans des tentes, et vous allez le voir dans ce sujet, ce reportage de Germain Andrieux, ce sont des tentes qui se sont transformées en petites maisons, en petits villages avec des Palestiniens qui aujourd'hui bien revenir évidemment sur leur terre. Et sur cette question-là, vous allez le voir, l'Europe agit, investit, aide, soutient notamment ces réfugiés qui vivent près de Ramallah, comme nous le montre ce reportage de Germain Andrieux. Regardez. À quelques kilomètres au sud de Jérusalem, au-delà du mur de séparation, voici le camp d'Aïda à côté de Bethléem. C'est l'un des 19 camps de réfugiés en Cisjordanie. Abdel Fattah y est né. Toute sa famille y est installée depuis 1950. Un de mes oncles a enregistré toute la famille ici. Donc le Norrois, qui a été établi à l'époque, a enregistré les réfugiés et a commencé à distribuer des tentes. Ça devait être temporaire pour 2 semaines, 1 mois, le temps que l'ONU puisse, si j'ose dire, forcer Israël de respecter les résolutions des Nations Unies pour le retour des réfugiés chez eux dans leur village d'origine. Ça n'a pas été fait et donc 6 ans sous les tentes. 60 ans plus tard, les tentes ont disparu, mais les camps sont toujours là. Au total, plus de 5000 personnes vivent à Aïda et 70% de ces réfugiés sont sans emploi ou en situation précaire.
Ça, c'est un de mes oncles qui est né dans le village d'origine à Beit Natif. Il a ouvert un petit magasin, donc vous voyez que c'est vraiment pas l'esprit de vendre, etc., mais pour s'occuper dans un sens. À Haïda, comme dans tous les camps de réfugiés, l'UNRWA, l'agence des Nations Unies, s'occupe du ramassage des ordures, apporte aux réfugiés une prise en charge des soins de santé grâce à un centre médical situé en dehors du camp. Ou encore l'accès gratuit à l'éducation des garçons et des filles jusqu'à l'âge de 15 ans. L'Europe est l'un des plus gros donateurs de ce programme et donc un acteur économique incontournable pour le maintien de ces opérations. Au siège de l'organisme, toute baisse du budget est inconcevable. C'est plus que nécessaire, c'est essentiel et dans la plupart des cas, c'est vital. Si jamais les coupes du budget de l'Europe forçaient l'UNRWA à réduire ses dépenses sur ses services vitaux, il n'y aurait aucun doute que les personnes les plus vulnérables, les plus démunies, seraient mises dans une situation intenable, menaçant leur vie. C'est la raison pour laquelle nous faisons cet appel à l'Europe pour cette aide. Aide aux réfugiés ou formation des policiers, cette présence de l'Europe permet de renforcer l'État palestinien, une condition indispensable pour poursuivre les négociations avec Israël et la communauté internationale. Ce sont des éléments essentiels pour un éventuel accord de paix, avec tout d'abord la construction des institutions d'un futur État palestinien, car sans cela, ce n'est pas la peine d'évoquer un futur État palestinien. C'est notre voisinage direct. Donc ce qui se passe ici a des répercussions sur la région et les pays avoisinants. C'est pourquoi, au milieu de tant de crises comme Ebola, la Syrie et tant d'autres, il faut continuer, comme l'Europe l'a fait au Caire, à prendre des engagements pour Gaza. Dans un contexte de crise budgétaire, cette enveloppe de 400 millions d'euros permet de renforcer les fondations d'un État. Mais au-delà de cet apport financier, les premiers concernés attendent surtout que l'Europe relance les négociations politiques entre Israéliens et Palestiniens. Voilà, c'était la ville sainte. Gilbert Roger, c'était une très belle image. Le débat se poursuit évidemment puisqu'on est dans l'émission Gilbert Roger. La ville sainte, c'était une très belle image. Vous avez vu cette magnifique image de coucher de soleil. Vous disiez 24 milliards, mais c'est utile, non quand je vois ça. C'est utile ou pas de donner de l'argent que l'Europe aide? Parce que c'est important quand même. Quand je vois aujourd'hui que Mahmoud Abbas a 800 millions de dollars en banque, quand je vois qu'Yasser Arafat a laissé 4,5 milliards de dollars à sa femme, où il y a une bataille pour l'héritage, si tout cet argent avait servi à construire des hôpitaux, des crèches, des écoles, mais évidemment, on a donné 24 000, la communauté internationale a donné 24 milliards de dollars à l'autorité palestinienne. Vous savez aujourd'hui le problème de corruption qui existe au sein même de l'autorité palestinienne et au sein même du Hamas. Vous hochez la tête, vrai, pas vrai, ces milliards qui seraient spoliés, contournés, détournés, ça vous choque? On essaye aujourd'hui de dire, dans le drame qui est celui de cette région, comment essayer de faire que, en intelligence des uns et des autres, on arrive à se surpasser un peu plus, à monter une ou deux marches supplémentaires pour arriver à résoudre la paix et la sécurité avec le respect mutuel pour Israël et la Palestine. Tout le monde est d'accord. Et tu viens nous parler de détournement, mais tu veux aller t'occuper, il faudrait s'occuper des Français qui de temps en temps sont pas très bons. En Israël, il doit y en avoir 2-3, on en a vu, vous en avez mis aussi. Donc la corruption, c'est presque... milliards de dollars. Et je parle pas de Juncker au Luxembourg. On peut avoir 4 milliards de dollars à la banque, on est réfugiés. Arrêtons cela. Vous dites avec quoi? Ça fait monter les tensions quand on entend ça? Il ramène les choses toujours à de la affaire de trottoir. C'est pas de la micro. Vital. Et Julien Bayou pour conclure. Vous êtes d'accord? Vous soutenez le député? Très rapidement, par rapport à ces images. Ces réfugiés qui un jour peut-être rentreront sur leur terre. Non, je me réjouis du fait qu'on essaye d'améliorer leur sort. Parce que pendant trop longtemps, et ce n'est pas du micro justement, pendant trop longtemps, le monde arabe, d'une manière très cynique, a joué la carte des réfugiés palestiniens. Et on a tellement de preuves, voilà, vous connaissez les données tout aussi bien que moi, des logements qui avaient été construits dans la bande de Gaza il y a une quinzaine, vingtaine d'années et qui restaient vides parce qu'on ne permettait pas à ces réfugiés d'y habiter. Donc ça, c'est scandaleux. Et ce n'est pas de la micro. Mais je me réjouis aussi du fait. Vous êtes d'accord sur cette idée? Je me réjouis du fait que il faut essayer d'éradiquer le phénomène de ces réfugiés, parce que là encore, UNRWA joue un rôle important. Mais vous savez que le statut de réfugié palestinien
qui est définie par UNRWA passe de père en fils et héréditaire. Ça n'existe pas, ni dans l'agence onusienne qui s'occupe des réfugiés, ça n'existe pas, ça n'a pas de pareil là-bas. Donc voilà pourquoi je dis que c'est un élément important, ça fait partie de la négociation, on en a parlé. La question des réfugiés et de leur retour. Il faut la mettre, Julien Bayou, au débat. avant de nous quitter, je le disais, il y a Laurent Fabius qui propose lui une grande conférence internationale, parce que très concrètement, on va se quitter, mais vous souhaitez quoi dans un délai proche? J'imagine que la violence s'arrête, mais concrètement, sur le plan diplomatique, qu'est-ce qu'il faudrait faire urgemment? Mais il faut une initiative, il faut un débouché politique, il faut que la France assume son rôle et reconnaisse la Palestine. Il y a déjà 143 pays qui l'ont reconnu, ainsi que la Suède en Europe. Donc l'Europe est à la traîne et la France doit jouer un rôle moteur là-dedans, offrir un débouché et permettre la fin de l'humiliation et le fait qu'on puisse, ça a été dit, qu'il y ait deux interlocuteurs autour de la table, Israël et la Palestine, pour qu'ils puissent vivre en sécurité. Merci. Côte à côte. Ce sera le dernier mot. Vous voulez rajouter? Oui, alors, vraiment tout dernier mot, parce que je vais faire tirer les oreilles. Alors là, on a parlé, on contextualise, on parle de la Suède. La France quand même n'est pas la Suède. La France, comme vous dites, a son rôle à jouer, a toujours joué son rôle au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Mais pour jouer ce rôle, il faut qu'elle entretienne ce qu'elle fait actuellement, de bonnes relations à la fois avec Israël et avec la partie palestinienne. Ce que je crains, c'est que ce soit mal interprété et qu'il y ait une surenchère. Une surenchère. Non, mais vraiment, là, il ne faut pas de surenchère. Pas de surenchère et dernier mot. Il ne faut pas de surenchère. Et effectivement, la résolution que nous allons présenter le 11 décembre au Sénat, elle est faite pour permettre que deux États soient autour d'une table de négociation et avec nous. Vous reviendrez. Zvital, je vous remercie. J'ai été ravi de vous accueillir. Merci, député UDI de cette circonscription, 150 000 franco-israéliens. Vous en êtes le député. Merci à Zvital, vice-ambassadeur d'Israël en France. Merci à Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Vous portez aussi un texte, Europe Écologie Les Verts, sur cette question. Vous avez écrit un document. Et puis merci à Gilbert Roger, sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis. C'est vous qui avez rédigé cet exposé des motifs, cette résolution qui s'est écrite un peu plus rapidement qu'à l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir suivis. J'ai été ravi de vous accueillir. Merci à Romain. Vous n'avez pas assez parlé, mais le débat était très très riche. On se retrouve lundi, évidemment, pour de nouveaux débats, de nouveaux sujets d'actualité. Je remercie toute l'équipe qui m'aide à préparer cette émission. Je suis très en retard, mais je la remercie chaque semaine. C'est important de les remercier. Je serai là lundi, évidemment, en direct. Bonne soirée et bon week-end.